pour cette session, on va faire intervenir deux orateurs que vous connaissez probablement pas personnellement, mais derrière leur blog, qui sont deux blogs très connus que tout interne d'Anestrea connaît, le Blog Choc et le Gazier. Et Franck, je te laisse les introduire. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Joleffe. Alors là, je vous laisse choisir, c'est Blog Choc ou le Gazier, comme vous voulez. Et ça sera le Blog Choc, oui, je sais. Non, je sais, mais ça permettait de laisser un peu de suspense. Et Edouard Caspersen, qui vient de Caen et qui est donc le Gazier. Voilà. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur les blogs et les réseaux sociaux. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour nous avoir invités. Merci à l'AJAR, à Senjar et Sphare Jeune. Alors, on va commencer par se présenter parce que, comme vous l'avez dit, vous nous connaissez par l'intermédiaire de nos blogs, mais vous ne nous connaissez pas personnellement. Moi, je m'appelle Edouard Caspersen, j'ai 32 ans. Dans la vie, j'aime le kayak de mer, j'aime le piano et je suis un grand fan de Mike Horn. Sinon, dans la vie professionnelle, après 2 ans de clinique, je suis maintenant PH en anesthésie et réanimation et chirurgie cardiaque et thoracique au CHU de Caen. Voilà, je suis l'auteur et l'animateur du blog legazier.com et j'aime bien l'hypnose, la gestion de la douleur, l'hémodynamique et l'échographie. Moi, c'est Alexandre Joleffe. Je suis en fait le co-auteur, parce qu'il n'a pas pu être là, mais avec un de mes amis et confrères, pneumologue et intensiviste qui s'appelle Selim Choukri, donc du blog Blog Choc. J'ai 34 ans, je fais de l'anest réa dans un pays voisin qui est la Suisse, à Genève. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de la place des médias sociaux dans l'enseignement, la transmission du savoir, la recherche, la formation continue en médecine. Alors, qui sont ces médias sociaux qui révolutionnent l'enseignement? Quel est leur impact sur notre manière d'enseigner et de pratiquer la médecine? Comment pouvez-vous en bénéficier et vous aussi participer à la transmission du savoir et à la recherche? Comment l'utiliser et quelles sont les règles de bon usage? Donc, on va voir ça. Alors, pour commencer, un bref rappel historique, c'est pas très long, je vous rassure, pour vous dire que l'enseignement a beaucoup évolué au cours du XXe siècle. En fait, au XIXe siècle, au tout début du XIXe, les écoles de médecine deviennent facultés de médecine avec la création de l'externat et de l'internat, accessible par un concours, d'accord, en réponse à la mauvaise qualité de l'enseignement théorique en France. Alors, les étudiants en médecine deviennent alors des bêtes de concours, ça n'a pas changé, où il était possible d'accéder au concours de l'internat sans jamais avoir examiné de patients. Alors, l'enseignement et la recherche étaient entièrement dissociés de la pratique hospitalière, qui était considérée comme plus noble. C'est pour ça qu'en 1958, Robert Debré propose la réforme hospitalo-universitaire, avec la création des centres hospitalo-universitaires dont le but était de réunir la recherche et l'enseignement ainsi que la pratique. Alors, en réponse à la création des CHU, le nombre d'étudiants inscrits augmente vraiment de manière importante et c'est alors qu'est créée en 1971 la première année de médecine avec l'instauration du numerus clausus. Un peu plus tard, en 1980, apparaît à l'université de McMaster au Canada le concept d'evidence-based medicine, ou médecine basée sur les sciences. Alors, le but de la médecine basée sur les sciences, c'est de réunir l'expertise clinique individuelle avec les meilleures preuves scientifiques issues de la littérature médicale afin de prodiguer les meilleurs soins aux patients. En 1994 est créée la collaboration Cochrane et puis en 1996 est mis en ligne le site PubMed afin que tout le monde puisse avoir accès aux résultats de la recherche scientifique pour améliorer sa pratique. Alors, puis arrive le XXIe siècle avec un grand bouleversement de nos modes d'interaction sociale qui va grandement modifier notre vie quotidienne, c'est l'émergence des réseaux sociaux, dont le premier, le plus connu, c'est bien sûr Facebook, né en 2004 et créé par Mark Zuckerberg. Désormais, l'être humain va interagir avec autrui de manière instantanée via un écran, que ce soit par messagerie, par photo ou vidéo. Le monde entier est alors accessible instantanément via son écran d'ordinateur ou de portable. Alors, à titre d'exemple, Facebook en 2018 compte 2,2 milliards d'utilisateurs mensuels, soit 30% de la population mondiale. Alors ça, c'est pour vous dire que les médias sociaux, les réseaux sociaux, vont grandement impacter notre manière de transmettre l'information. Alors, en réponse à l'émergence des médias sociaux, apparaît en 2012 le concept de classe inversée. Alors, dans l'enseignement classique, l'élève va en cours, il va assister à des cours magistraux
où il va rester passif, il va ne faire qu'écouter ce que dit le professeur. Puis, il rentre chez lui, il va tenter d'apprendre d'appliquer cette théorie à l'aide d'exercices faits seul chez lui, sans aide. À l'opposé, dans la classe inversée, l'étudiant va se servir des médias sociaux pour apprendre la théorie via des vidéos interactives mises en ligne par son professeur. Puis il va aller en cours participer à des travaux dirigés, encadrés par son professeur, afin d'appliquer cette théorie. Alors, cette nouvelle méthode d'enseignement va de pair avec la démocratisation de l'informatisation dans les écoles et les universités, où désormais il est possible par un simple clic d'accéder à une masse de connaissances et d'informations. L'étudiant va alors se servir de son ordinateur et des médias sociaux pour apprendre. Alors l'enseignement n'est pas figé, il évolue en permanence avec notre mode de vie et nos modes d'interaction. Actuellement, les méthodes d'enseignement se sont emparées des médias sociaux afin de transmettre un savoir de manière innovante et interactive. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la médecine, c'est l'enseignement en médecine. En médecine, on peut séparer les médias sociaux utilisés pour l'enseignement en 4 catégories. Il y a les médias sociaux type discussion, avec les forums, Reddit, Remed.org, Icarabin pour ceux qui connaissent. Il y a les médias sociaux type collaboratif, comme les wikis, et les médias sociaux, les réseaux sociaux à proprement parler, LinkedIn, Facebook. Donc on ne va pas parler de ces 3 catégories-là parce que leur utilisation est très minoritaire dans l'enseignement en médecine. Ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les sites de partage de contenu, à commencer par les blogs. Alors qu'est-ce qu'un blog? Pour ceux qui ont été endormis pendant le début des années 2000, un blog, c'est un site personnel où une personne va publier des articles ou des billets sur un thème particulier afin de transmettre son savoir et son opinion personnelle. Alors, dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation et de la médecine d'urgence, on peut avoir des blogs sur ce thème en particulier, sur ces thèmes en particulier, avec des articles faits sur une pathologie, une technique, de nouvelles avancées ou sur des articles parus récemment. Alors, le gros avantage de ces blogs, c'est que l'information, le savoir, il est libre d'accès, il est gratuit et l'information est délocalisée, c'est-à-dire qu'elle est là, on peut y avoir accès quand on veut. Imaginez-vous, vous êtes en garde, vous avez besoin de faire une fibroscopie bronchique, mais vous voulez revoir un peu les bonnes pratiques. Il vous suffit d'aller sur l'ordinateur, d'ouvrir un moteur de recherche et de taper « Comment faire une fibroscopie bronchique ?» et vous allez tomber sur un article qu'Alexandre a écrit sur le site blogshop.org où il rappelle comment faire une fibroscopie bronchique. De même, si votre PU vous a collé à la visite sur l'onde de pouls et que vous voulez revoir la physiologie de la pression artérielle, il vous suffit de mettre ce mot-clé dans un moteur de recherche et vous tombez sur un article sur legazier.com sur la physiologie de la pression artérielle. Alors ceci, c'est pour vous dire que les blogs, c'est un outil formidable pour la formation initiale et la formation continue. Car en effet, l'information, elle est libre d'accès, gratuite, délocalisée, accessible à tout moment. De plus, sur les blogs, les auteurs sont souvent facilement identifiables, on a un peu la preuve, via des onglets à part, et on peut communiquer facilement avec eux pour poser des questions sur des éléments clés des articles, des cours, ou sur d'autres questions qui n'ont rien à voir. On peut aussi avoir des blogs d'un autre genre, comme le site de Bottom Line, où ici un collectif de médecins américains, réanimateurs et urgentistes, analyse et critique les derniers articles parus dans la littérature scientifique, comme le SUP-ICU Trial sur les IPP en réanimation, paru dans le New England en octobre dernier, ou le POLAR Trial sur l'hypothermie préventive dans le TC grave. Alors, ce genre de blog, c'est très utile pour se tenir à jour des dernières études et pour se former un peu sur l'analyse d'articles. On peut également transmettre l'information par d'autres moyens, que ce soit par des médias audio ou vidéo, comme sur le site Ultrasound Podcast, là ici à droite sur votre écran, où ici également un collectif de médecins, aussi réanimateurs et urgentistes, font des podcasts vidéo et des interviews d'experts sur des thèmes aussi différents que l'échographie pleuropulmonaire, le TO dans l'arrêt cardiaque ou l'échographie dans le traumatisme de genou. Ils proposent même sur leur site un cours interactif sur l'échographie en réanimation. Alors je vous ai mis une courte vidéo, un extrait d'un de leurs podcasts sur l'échographie dans le diagnostic de tamponade pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors c'est en anglais, faut parler un peu anglais aussi. There are a couple of things that I like.
So traditionally, when you're looking for a pericardial effusion, you want to use your subxiphoid view. That's kind of like the classic one. Although you can do it with like any view, right? Any view, yeah, if you have apical four-chamber pericardial lung, all those can be used to find a pericardial effusion, but subxiphoid is usually the best one. You're looking for this hypoechoic, dark, a hypoechoic rim of fluid right around that heart. Kind of like that? Just like that, just like what we see there right there. Nice. Yeah, so that's how I diagnose an effusion. Great, so you got fluid around the heart. You've diagnosed the fluid around the heart. Right. What do you do next? How do you tell if that fluid is causing some impending badness? Is it the size? So yeah, it's the size does kind of matter, but more of it is the rate at which that fluid accumulates, right? Because you can have somebody that has like 500 cc's of fluid in the pericardium and they're not in tamponade because they've developed it over a year or whatever. You can have some people that have like 100 cc's and they're like dead because of tamponade, right? It just depends on the rate of accumulation. There are a couple of sonographic signs that you can look for. Probably my best one, because I like to be sensitive, is to look for... You're a sensitive guy. I am a sensitive guy. Yeah, I knew that about you. Is because I like looking at the IVC. So a flat IVC in someone that you think has tamponade, if they have a flat IVC, they don't have tamponade. Because to have tamponade, you have an obstructive shock. Okay. Obstructive shock increases the CVP, and the IVC correlates with the CVP. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer que l'utilisation d'un média vidéo, des podcasts vidéo, c'est un outil formidable pour transmettre un message, pour transmettre du savoir de manière interactive et efficace. Alors désormais, il existe des plateformes que vous connaissez très bien, comme YouTube ou Vimeo, des plateformes vidéo, où on peut retrouver des cours mis en ligne par plusieurs personnes. Donc sur ces plateformes vidéo, les cours, alors fini les conférences qui durent 2 heures, les cours doivent être simples et courts afin que le message soit le plus efficace possible. On peut citer par exemple la chaîne de la Khan Academy, que certains connaissent peut-être, qui fait des vidéos didactiques sur plein de thèmes différents, sur l'économie, la physique, la chimie ou la médecine. Elle compte plusieurs millions d'abonnés, avec une sous-chaîne francophone, une sous-chaîne dédiée à la médecine. Maintenant aussi, les universités américaines se sont emparées de ces plateformes-là pour mettre en ligne leurs Grand Rounds, ou leurs conférences en amphithéâtre faites aux internes, afin qu'elles puissent bénéficier à plusieurs personnes en dehors de la structure physique de l'université. Vous pouvez aussi imaginer utiliser ce genre de plateforme pour mettre en ligne les cours faits au sein même d'un service afin que les internes puissent y avoir accès en permanence. C'est un peu ce que fait le site des Arts.org. Sur ces plateformes également, les auteurs de ces vidéos sont facilement accessibles via également des commentaires. Alors maintenant, on va parler de Twitter. Alors Twitter, c'est un peu le média social par excellence pour l'enseignement en médecine. En fait, il a une catégorie à part parce qu'il regroupe les 4 catégories citées. C'est un site du microblogging, c'est un site qui permet la discussion, c'est un site collaboratif et c'est un site où on peut partager du contenu, audio, vidéo ou texte. Alors pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, j'ai filmé mon propre écran de mon compte Twitter. Lorsque vous avez un compte Twitter et que vous vous abonnez à des comptes d'utilisateurs, que ce soit des particuliers ou des sociétés savantes, sur votre page d'accueil, vous allez voir leurs publications en temps réel. Il vous est alors possible de liker leurs publications, un peu comme sur Facebook, et de les republier via des retweets pour que vos abonnés à vous puissent en bénéficier et puissent voir ces publications. C'est comme ça que l'information est transmise un peu de manière exponentielle sur les réseaux sociaux. Donc ça ressemble à ça. Vous pouvez par exemple avoir accès à des extraits de conférences, comme cette conférence du professeur Gattinoni sur l'équilibre acide-base, ce qui est quand même pas mal, sans y être physiquement. Vous pouvez avoir accès à des mini-cas cliniques d'échographie cardiaque, comme sur cette image-là, à des articles scientifiques, par exemple cet article sur l'optiflow en réanimation chez les patients immunodéprimés paru dans le JAMA, à des publications texte, comme celle-là, ou encore à des publications vidéo, comme cette belle image de septum paradoxal avec une fuite tricuspidienne majeure. Alors sur Twitter, on peut également aller consulter les comptes Twitter de nos journaux scientifiques favoris. Alors au hasard, ici c'est le New England, d'accord, pour en fait se tenir au courant des derniers articles parus dans ce journal scientifique et éventuellement y avoir accès quand ils sont en open access. On peut également mettre à contribution à la communauté Twitter via le hashtag DocTokTok. En fait, on pose une question à la communauté Twitter, une question qui nous pose problème. Par exemple, cette personne-là qui pose une question sur l'utilisation d'un neuroleptique chez un patient agité en réanimation. En fait, la communauté Twitter va contribuer et essayer de répondre à cette question.
C'est une sorte de staff pluridisciplinaire virtuel. Donc vous voyez que Twitter, c'est vraiment un outil formidable parce que l'information est très facile d'accès. L'interface est interactive, d'accord? Et sur Twitter, chacun peut être à la fois celui qui apprend et celui qui transmet l'information via les retweets ou tweets. Alors, tout ce que vous voyez, les blogs, les podcasts vidéo, audio, que vous voyez, font partie du FOAM. Alors, qu'est-ce que c'est le FOAM? Vous avez peut-être entendu parler. Le FOAM, c'est un acronyme qui veut dire Free Open Access Medical Education. C'est l'éducation médicale libre d'accès et gratuite. Alors, le FOAM, c'est une communauté qui est issue du partage de ressources éducatives via le web, via les réseaux sociaux, dont le but est de transmettre un savoir de haute qualité scientifique au plus grand nombre de personnes. Alors, le FOAM est non sponsorisé, il est indépendant. Les auteurs sont clairement identifiés et on peut communiquer facilement avec eux, comme on l'a vu sur les blogs ou sur les plateformes vidéo. Grâce au FOAM, n'importe qui, n'importe où dans le monde peut avoir accès à ce savoir de qualité de manière libre et gratuite. Le FOAM transcende les barrières géographiques et économiques. Alors bien sûr, il y a des règles pour utiliser le FOAM, on ne peut pas faire n'importe quoi, ou pour faire partie du FOAM, ce qu'on va voir plus tard avec Alexandre. Alors au final, quels sont les avantages de l'utilisation des médias sociaux pour l'enseignement? Tout d'abord, ils sont asynchrones, c'est-à-dire que ce qu'on a vu, l'information, elle est disponible, elle est là, on peut la consulter n'importe où, n'importe quand. D'accord. Les médias sociaux sont interactifs, ils permettent un accès facilité aux auteurs pour poser des questions sur des cours ou poser d'autres questions. Les médias sociaux sont up-to-date, c'est-à-dire que l'information est constamment renouvelée, mise à jour, à l'inverse des livres de médecine ou des articles scientifiques où l'information contenue dans ces livres est figée, donc là, elle est rapidement obsolète. Ce n'est pas le cas avec les médias sociaux où l'information est mise à jour. Donc c'est un bon outil de formation continue. Et enfin, ils sont portatifs, vous pouvez les consulter où vous voulez, chez vous, dans les transports ou à l'hôpital, comme on a vu, si vous avez une question, en garde. Alors l'idée, ce n'est pas d'opposer l'enseignement traditionnel par compagnonnage qu'on connaît tous à la transmission du savoir via les médias sociaux. L'enseignement au lit du malade, comme on voit ici, reste irremplaçable, parce que s'il est gage de qualité, il permet de transmettre un savoir de haute qualité. Seulement, comme vous voyez, il bénéficie qu'à quelques personnes à la fois, alors que les médias sociaux, de par leur nature, ont une portée beaucoup plus importante. Donc l'idée, en fait, c'est d'essayer de combiner ces deux méthodes d'enseignement pour faire bénéficier ce savoir de haute qualité scientifique au plus grand nombre de personnes. Alors c'est ce qu'essaient de faire maintenant certains congrès internationaux qui font partie du FOAM, comme le congrès SMAC. En fait, c'est la communauté FOAM qui s'est réunie en un lieu physique, d'accord, où le but c'est de faire des conférences utilisant les concepts des médias sociaux et du FOAM pour transmettre ce savoir de qualité au plus grand nombre de personnes. Bien sûr, elles sont accessibles sur Internet de manière libre et gratuite. Alors, je vais vous montrer une vidéo de présentation de la dernière conférence SMAC il y a 1 an, faite à Berlin. SMAC Course is SMAC's pre-hospital, pre-conference, where we spend a day getting together some of the most brilliant minds in pre-hospital and retrieval medicine. There are some studies that show absolutely no benefit to pre-hospital blood transfusions. And started developing this department, coordinating the whole emergency response. It's something a little bit different. It's a show, it's a conference, it's simulation. We purposefully try and involve our audience as early as possible. We had audience rants, we had experts like Lionel Lemon and his Paris Samu team, where we did ECPR in front of everybody on stage. Will you take her hand and tell her you are just fine? Neurosurgery is all, it's not rocket science, they say. It is pretty easy.
preparation for Sydney in 2019 has already started. Come up with new ideas, take the feedback that what people liked, what went well, what didn't go well, and we try and apply it for the future. Ça va être mon tour. Ça fait 5 ans que je suis parti de Paris. J'ai mis 5 ans pour adapter le débit de parole d'un Suisse. Et je vais avoir 10 minutes pour finalement récupérer celui du Parisien moyen. Houston, on a un problème. En fait, on en a 3. C'est pas les gilets jaunes, c'est pas la trottinette. Honnêtement, je suis un peu choqué. Puis c'est pas que le Parti communiste soit dans un truc qui ressemble à la rencontre du 3e type. C'est premièrement, en fait, le problème avec le FOAM, si ça fonctionne, pardon, c'est la propriété intellectuelle. Certes, c'est gratuit, free, mais c'est gratuit dans le fait que on peut y accéder finalement facilement via son ordinateur. Par contre, effectivement, ça fait appel à des ressources qui sont publiées dans des journaux payants, et là, en aucun cas, il y a effectivement c'est gratuit. Donc, il y a ça effectivement qui est vraiment à respecter. C'est out of control. Il n'y a pas de contrôle, en fait. Il n'y a pas de peer reviewing. Et on va le voir juste après. Et ça peut être un des soucis. Alors moi, j'avais fait grève, boulevard rue Sufflot, à brûler des cagettes contre la lecture critique d'articles. En fait, c'est essentiel, c'est ça, on est là. C'est-à-dire que c'est un esprit absolument critique qu'on doit avoir, et surtout avec le FOAM, peut-être encore plus qu'avec la lecture critique d'articles, puisque vous serez vos propres peer reviewers de ce que vous allez lire. Et puis on a des influenceurs. Edouard parlait de l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les sciences, sur les preuves même. Et là, on parle de nouveaux concepts qu'on appelle l'éminence-based medicine. C'est-à-dire qu'on a des gens tellement connus, je ne sais pas si vous les connaissez, je peux vous citer John Farkas de Pumcrit, on a John Emile Kenny de Pum6ème, pour moi le meilleur blog, en tout cas sur la médecine intensive. On a Scott Vengard qui en fait beaucoup. Et c'est des gens qui ont une présence sur les réseaux sociaux énorme. Ils l'ont également dans la littérature traditionnelle. Ils sont potes avec, là aussi, des patrons, que ce soit des Jean-Louis Vincent ou des Paul Maric. Pour autant, il faut rester critique, parce que les conneries, elles peuvent venir aussi d'eux, même si, très franchement, elles sont plutôt très rares. Ce n'est pas un site de bondage, est-ce que c'est la fin du peer reviewing ? Finalement, quand on regarde le FOAM, alors je suis beaucoup moins international qu'Edouard, et moi j'appelle ça le FOAM pour vraiment avoir c'est comme ça que je l'avais appelé la première fois. La réponse elle est peut-être, c'est robuste, il n'y a pas de hiérarchie, et ça fait du bien. Moi, la première fois, en fait, j'ai monté mon blog, mon esprit secret, c'était de me dire, ça y est, ma carrière universitaire, elle est terminée avant même d'avoir commencé. Je suis passé dans des petits hôpitaux, avec un parcours un peu boiteux, foireux. Je suis reparti après en Suisse, où ce n'est pas quand même le pays connu pour la production médicale scientifique. Voilà, ce n'est pas le pays le plus important. Et je me suis dit, mais comment on peut mettre en valeur notre pratique clinique ? On reste des médecins, le but c'est de soigner des patients. Et je pense que finalement, le FOAM, ça ne va pas complètement remplacer la revue avec le peer reviewing, mais ça peut être un bon point de départ. Pour ça, il faut savoir ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute avec les différents podcasts. Et il y a des gens qui se sont amusés à créer des index, des impact factors. C'est vraiment le début, mais ça commence à arriver. On a le Social Media Index, il se base sur 3 choses. L'Alexa Rank, c'est-à-dire les citations sur Google Scholar. On a le nombre de followers sur Twitter et le nombre de likes sur Facebook. Bon, la solidité scientifique, elle est peut-être à remettre en cause, mais effectivement, c'est de se dire, s'il y a beaucoup de gens qui lisent, peut-être que c'est digne d'intérêt, à condition évidemment de garder son esprit critique. Et s'il y a beaucoup de publications, est-ce que c'est intéressant ? Je tombais en préparant la conférence sur le Kardashian Index. Et je me suis dit, putain, il y a un mec qui s'appelle comme Kim Kardashian, le pauvre. En fait, non, pas du tout. Kim Kardashian, elle est connue pourquoi ? Parce qu'elle publie. Et plus elle publie, plus elle est connue. Et lui, ce qu'il propose, c'est de se dire, il faut faire attention et peut-être trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'il va prendre le nombre de followers que vous avez sur Twitter, BlogShock, un certain nombre de followers, comparé à ce que l'auteur a publié dans la littérature traditionnelle et le nombre de fois où ça a été cité. Et il dit qu'effectivement, le nombre de followers divisé par le nombre de citations, si c'est inférieur à 5, vous êtes bien, parce que finalement, vous avez une production scientifique digitale importante, mais qui est contrecarrée effectivement avec une production scientifique littéraire dans les journaux standards importante. Et si elle est supérieure à 5, il dit clairement qu'il faut aller écrire, et c'est pour ça que j'ai prévu d'écrire dès que je me rentrais dans le train, TGV Lyria à direction de Genève pour ce soir. Les dangers, il y a des dangers. Alors, rien de dramatique. Premièrement, c'est la fiabilité, on en revient là, l'esprit critique. On n'est pas des doctissimos, en tout cas, on essaye de ne pas l'être, mais comme on disait tout à l'heure, c'est que finalement, on peut tomber sur des choses
particulière. Après, c'est toujours pareil, on parlait, ça peut être de l'éducation médicale initiale. Je mettrai un petit bémol, c'est bien sûr que ça peut passer par là, comment faire une fibroscopie. On a une vidéo assez intéressante sur l'intubation au fibrovigile. Là où il faut être prudent, c'est qu'il faut avoir l'esprit critique, certes, de la critique de ce qu'on regarde, c'est complètement n'importe quoi, mais aussi l'expérience qui en va derrière. Un article hyper intéressant de John Farkas sur le Pulmcrit où il parle de la pharmacodynamie du rocuronium et de la kétamine dans l'intubation en séquence rapide, où lui conseille de faire d'abord le rocuronium, d'attendre 30 secondes, puis d'injecter la kétamine pour réduire la période d'apnée. Bon, quand on lit ça, si vous dites ça à votre chef de service, et pire si vous le faites alors que vous êtes de garde, vous risquez d'avoir quelques soucis. Pour ça, il y a des organismes de certification qui se développent. Le plus connu, c'est Health on Internet Foundation, qui propose, en fait, il y a 8 items. Donc, en préparant la conf, je me suis inscrit, je n'ai pas eu encore de réponse, ça se trouve, je vais être recalé, moi qui ne lise pas le français. Mais en pratique, c'est d'avoir une identification claire de l'auteur, de pouvoir les contacter, surtout qu'ils puissent vous répondre, qu'on ait des références bibliographiques systématiques. Évidemment, on n'invente pas la médecine. Et plus que de l'inventer, c'est aussi qu'on ne la vole pas à d'autres. Voilà, il y a différents points comme ça qui permettent de se dire « Ok, je fais face à un site sérieux, je garderai mon esprit critique, mais je peux le lire et peut-être discuter au moins de la manière d'appliquer ce qu'on y raconte. » C'est une bulle Internet, hein, le FOAM. On peut y passer son temps. Et moi, ça fait maintenant quelques années que je suis dedans. Le blog, ça fait 2 ans. Ça fait 3-4 ans que je m'y intéresse. Au départ, ça s'intoxique et c'est une bulle en plus qui ne va pas éclater. On peut ne faire que ça. À tel point, c'est qu'on dit, nos ancêtres, ils apprenaient la médecine dans les textbooks, peut-être la génération de nos parents dans les études, ou la mienne dans les études, la vôtre dans les abstracts, et puis la prochaine sur Twitter. Donc, effectivement, il faut mettre ça en parallèle. Et puis, avec cette notion du FOMO, c'est la fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, où là, effectivement, on plonge dedans et on passe notre temps à ça. Donc, il faut l'encadrer. Ça semble assez logique, parce qu'on peut réellement, au même titre que la sortie de Facebook ou quand on découvre Twitter et on se dit « Putain, c'est malade, je peux communiquer avec tout le monde, on peut y passer beaucoup de temps. » On passe tous à peu près 1h30 sur les réseaux sociaux par jour. Peut-être de se dire « On garde 1 heure pour Facebook ou autre et puis on passe une demi-heure pour ça. » Prévenir vaut mieux que guérir. Et ben, les sociétés savantes, elles s'y sont intéressées. La société anglaise sur l'utilisation des médias sociaux, les Australiens et les Néo-Zélandais qui sont vraiment les pionniers de cette culture FOAM. Les Suisses, chez moi, j'ai vu ça, c'est Edouard qui m'a montré qu'effectivement, ils avaient fait quelque chose avec la Fédération des médecins helvétiques. Et la France, on est un peu en retard de ça. On n'est pas forcément en retard dans le FOAM et de ce qui se fait d'ailleurs de plus moderne. Par contre, on n'a pas de choses clairement édictées. La seule chose que j'ai trouvée, c'est effectivement sur le congrès de la SFMU en 2015 et qui commençait à en parler. La formation médicale continue. C'est une obligation. En Suisse, on est hyper fliqué par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment, je ne sais pas, j'ai pas travaillé suffisamment en France en tant que senior pour savoir exactement comment ça se passe, mais on doit leur donner des points par an, etc., pour dire qu'on continue effectivement à bien se former. Aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, il commence maintenant chez les Anglais, c'est reconnu. C'est-à-dire qu'il y a sur les sociétés savantes des crédits de formation médicale continue qui sont vraiment alloués par l'intermédiaire du FOAM, et ça c'est intéressant. En attendant, nous, on ne l'a pas en France, on ne l'a pas en Belgique, en Suisse, en tout cas pour les francophones. Donc ça va être de l'optimiser, finalement de l'organiser, cette formation médicale continue. Et je trouvais qu'il y avait un outil assez sympa que j'ai découvert qui s'appelle le If This Then That. Si le gazier publie un nouveau post sur Facebook, alors m'envoyer un mail sur Gmail. Si BlogShock publie un nouveau post sur son blog, alors m'envoyer une notification Twitter. Finalement, c'est de réunir toutes ces choses-là pour pouvoir avoir un seul champ de lecture sur la totalité qui est produit. Ça, ce sont nos amis anglais qui le font, la SFAR avec le direct de la SFAR et la SRLF, je ne sais pas si on a le droit d'en parler ici, avec les podcasts. C'est positif, le FOAM. Ça a été clairement montré qu'en partageant non seulement son savoir, son expérience, ses peurs, ses doutes, ses anecdotes, on améliore la qualité de soins apportés aux patients. Finalement, on devient de meilleurs médecins. Et je reste absolument convaincu que notre première, c'était, je crois, notre collègue de la blockchain qui parlait de ça, c'est qu'on est là pour soigner des patients, donc c'est quand même finalement plus intéressant. Ça encourage la formation médicale continue, ça doit l'optimiser, la structurer. Ça permet de se créer un networking, c'est-à-dire que clairement, et c'est assez grisant au départ, et puis après on en vient vraiment à ce qui est intéressant,
Typiquement, je discute avec un physiothérapeute, un kiné indien. Je me suis intéressé à la prise en charge de la dyspnée aiguë par des thérapeutiques d'hypnose. Et lui, il était plongé là-dedans. Donc j'ai pu discuter avec un Indien de ça, avec un apport d'informations assez intéressant, ce qui n'aurait été absolument pas possible de manière autrement. Et puis ça encourage la formation, le développement de médias, de journaux, et là de journaux plutôt classiques en open access. On pourrait citer Critical Care. Donc en gros, est-ce que la mission est impossible? Clairement, je ne pense pas. La mission, elle est clairement possible à condition effectivement de s'organiser. Un récent topo disait qu'il y a à peu près 6000 nouvelles études publiées par jour. Donc rester up-to-date, c'est complètement impossible. On peut passer par the bottom line. Et donc finalement, les médias digitaux vont permettre réellement de se maintenir à jour. Donc il ne reste plus qu'à commencer. Si nous avions quelques conseils à vous donner, pour ceux qui ne le seraient pas encore, c'est finalement déterminer ce qui vous intéresse dans ce que vous faites et d'activer Twitter. Ça va être de suivre les bons hashtags. FOAM, CC pour Critical Care, IM pour Emergency Medicine, Anesthesia pour l'anesthésie. On a également le POCUS, Point of Care pour l'ultrason. On peut souscrire à un ou plusieurs podcasts. Il y en a de multiples, français, ceux de la SFAR par exemple. De suivre un ou plusieurs blogs, je vous laisserai choisir lesquels. D'anonymiser tous vos contenus. Il y a beaucoup de choses qui font qu'effectivement on partage des choses alors qu'ils sont là sur quelque chose de complètement ouvert. Edouard nous parlait qu'effectivement il a développé quelque chose vraiment sur WhatsApp, donc de quelque chose de complètement fermé au sein de son service. Là on intervient sur Twitter, donc l'anonymisation est absolument essentielle. Il faut faire preuve de courtoisie, pas plus tard que le dernier post que j'ai publié, c'était sur l'utilisation de la noradrénaline chez la parturiente qui avait une anesthésie pour la césarienne. Puis il y a un type qui s'est enflammé, alors que la discussion était plutôt cordiale au départ, qui s'est mis à insulter. On est caché derrière son écran, c'est vrai partout. Donc je pense qu'effectivement, il faut rester courtois et puis définir un temps effectivement à l'avance. C'est, je pense, une source. Alors je ne sais pas si le public à qui on s'adresse et vous êtes sensible à ça. Je pense que c'est une source effectivement assez inépuisable et hyper importante qu'on aurait tort de se passer pour notre éducation médicale, qu'elle soit initiale ou continue, et qu'effectivement ça peut vraiment valoir le coup en le définissant correctement, en gardant son esprit critique, de pouvoir y accéder assez facilement, surtout quand il y en a certains qui le font également en français. Pour ceux que ça intéresse, vous vous connectez à Askbox, vous cliquez sur l'icône répondre, il y a un petit code, je vous le fais, 21 75 39. C'est le code du questionnaire, avec un code, effectivement, pour y accéder, il y a 5 questions. Vous allez mettre 3 minutes à vous inscrire, 30 secondes à y répondre. Et puis, ça sera quelque chose qu'on pourra délivrer sur nos blogs respectifs. Vous allez voir, c'est sur l'utilisation du FOAM. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Des questions ? Oui, nos bouts, je crois. Merci à tous les deux. Un truc dans la formation médicale continue, tu l'as dit, tu tapes sur Facebook, tu as besoin de faire une fibroscopie bronchique en urgence, on tombe sur ton blog, on est content. Pour toutes les autres choses de la médecine, tu es en garde, tu tombes sur une pathologie un peu rare, tu n'as pas trop l'habitude, une malformation vasculaire un peu chelou, voilà. À quand le up-to-date français gratuit, de qualité, accessible en garde sur des ordinateurs de l'AP qui fonctionnent? Ça, c'est compliqué. Hein. Oui, non, c'est clair. Moi, j'ai la chance, en Suisse, on est riche. Donc, voilà. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, tu verras, il y a trop de médecins et pas assez de patients. Donc, je me suis dit, c'est possible. Mais oui, effectivement, on a ça. Il y a, sur les ressources, effectivement, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est carrément de ça dont on a besoin. Et puis nous, on est effectivement très ponctuel. La littérature, enfin le FOAM en anglais est extrêmement développé. Donc honnêtement, en tapant quelque chose, on peut vraiment trouver ce dont on a besoin. En français, c'est beaucoup moins. Et bien sûr, c'est de ça dont on devrait avoir besoin. Enfin, je sais pas, moi, mes rappels de la PHP, c'est que Internet marchait une fois sur deux, et puis la moitié des sites étaient bloqués à condition qu'il y avait un mot qui ressemblait de près ou de loin à un truc pornographique, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé. Mais... Une autre question ? Qu'est-ce qui a fait que vos blogs ont explosé? J'imagine qu'il y en a eu plein d'autres. Qu'est-ce qui a fait que vos blogs ont explosé et que les autres se sont écrasés? À votre avis? C'est une bonne question. Parce qu'on est super bon.
Non, je pense honnêtement que, en fait, c'est un travail titanesque. Et je dis pas ça pour moi, ça m'a vraiment servi dans ma formation. Je l'ai fait en fin de formation et c'était pas du tout de me placer en tant qu'expert. C'est de me dire voilà, je bosse là-dessus. C'est de la médecine de 3 heures du matin. Puis moi, là où je travaille, c'est pas différent, je pense, de Paris ou des autres grands CHU. Si on publie pas, on n'est pas grand-chose. Donc c'était de se dire, voilà, et là quand ils regardent qu'effectivement j'ai 80 000 personnes qui suivent, etc., ils commencent à se dire, ah, c'est peut-être pas si mal que ça, tu voudrais pas nous faire un truc pour le service. Non, je pense que le truc c'est, là on va créer avec donc, mon collègue Selim une catégorie invitée, donc si vous avez envie d'écrire, de partager vos projets de recherche, d'avoir une lisibilité, vous êtes absolument les bienvenus, blogchoc@gmail.com. Je pense qu'en fait, le secret, il n'est pas que notre contenu est plus intéressant ou plus véridique que d'autres, il est qu'il est plus régulier, qu'il est peut-être plus adapté. Et on en discutait à midi, c'est que c'est peut-être la fin d'ailleurs de ça, des blogs. Là, on voit, c'est-à-dire que je publie, on a un pic de lecture et ça s'éclate après. Donc c'est certainement les blogs vidéo de 5 minutes où on va parler d'une question qui retentit avec un expert, plus ou moins expert d'ailleurs. Donc il faut évoluer là-dessus. Et encore une fois, au départ, moi je pensais l'écrire en anglais. Absolument pas. Bon, déjà parce que ça m'aurait posé certains soucis, mais c'est que il y a aussi une niche. Et puis quand on regarde sur nos stats, moi je suis lu de la Suisse, de la France. Merci à nos amis tunisiens. J'ai beaucoup de Tunisiens qui me lisent. Voilà, donc c'est... Ouais, je pense que il y a aussi une histoire de créneau. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Dans ce cas, je pense qu'on peut remercier Alexandre et Edouard, donc BlogChoc et Le Gazier. Très bien. Merci.